Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les questions d'actualité au gouvernement commentées. Si vous étiez député aujourd'hui, si vous aviez l'opportunité de poser une question au gouvernement, quelle est la question que vous voudriez lui poser? Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous du concept d'indépendance possible pour certaines régions françaises? Ah, ça c'est une question provoque. Que prévoit le gouvernement pour lutter contre la fatigue de Jean Massier? Beaucoup de vitamine D et de vitamine C pour moi. Prévoyez-vous d'associer le peuple aux prochaines réformes ou allez-vous continuer à négocier les réformes derrière les portes fermées? Quand est-ce que vous ferez face à l'explosion démographique des facs en recrutant plus de pragues et en ouvrant plus de salles? Bisous. Je veux dire les moyens pour les étudiants, tout ça, oui, bah c'est en lien avec admission post-bac, la sélection à l'entrée de l'université, donc ok. Voilà, on est en direct du Palais Bourbon, on attend que les députés s'installent et commencent la séance, il est très exactement 15 h donc ça devrait être imminent. On attend le président François de Rugy qui va pas tarder à entrer et dès qu'il entrera, il lancera les hostilités. Voilà, vous voyez les gens qui se lèvent, le président François de Rugy qui monte au perchoir pour présider cette séance. La parole est à monsieur Vincent Bru. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. C'est rare que ça commence par la culture, une séance de QAG. Le jeudi 21 septembre, Olivier Montels, directeur délégué de France 3, a annoncé l'arrêt de diffusion des antennes locales de France 3 à compter du 1er janvier 2018. C'est le résultat d'une politique délibérée menée depuis des années par France 3. Les arguments annoncés sont économiques et techniques. Alors je vous rappelle que France 3 est une chaîne du service public, une chaîne qui est la seule à avoir des déclinaisons locales. Vous savez, il y a des antennes locales de France 3 et donc à chaque fois que France Télévisions touche à France 3 et à ses déclinaisons locales et à ses antennes locales, et ben ça fait beaucoup réagir les députés. Madame la Ministre, que compte faire le gouvernement en lien avec France Télévisions pour défendre les antennes locales de France 3? Et voilà, c'est la ministre de la Culture qui va répondre. Le gouvernement partage vos préoccupations et nourrit une réelle ambition pour un service public de qualité. Un service public audiovisuel de qualité aujourd'hui, c'est un service public qui se transforme. Et c'est dans ce cadre que la direction de France 3 a pu lancer une réflexion sur la réorganisation des antennes locales. L'objectif est de maintenir la diffusion de contenus locaux et d'informations de proximité, mais aussi de réorganiser et élargir la diffusion de ces contenus qui pourraient être diffusés davantage sur Internet et sur les antennes régionales. Le gouvernement engage une réflexion prospective sur l'avenir de la spécificité. Ah, le coup de la réflexion prospective, ça n'a pas l'air de convaincre les députés de l'opposition, alors que Françoise Nyssen essaye de défendre la modernisation de France 3. Dans ce contexte, comment ça se fait qu'elle lit ses notes, elle connaissait la question à l'avance? Non, elle connaissait pas forcément la question à l'avance, mais comme ça vient d'être annoncé sur France 3, le cabinet de la ministre a bien fait son boulot puisqu'il a préparé une réponse en se doutant bien qu'une question allait arriver. La parole est à madame Claire Guillon-Firmin. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un mois après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le bilan est lourd. La reconstruction sera longue et coûteuse. Les dégâts sont évalués pour les deux îles à plusieurs milliards d'euros. Surtout à Saint-Martin, dont la population reste en grande partie sans domicile. Toutes les infrastructures sont à terre. Elle est élue apparentée Les Républicains, elle est élue de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les deux îles. Un mois plus tard, elle demande au gouvernement où est-ce qu'on en est et en métropole. Des aides vis-à-vis de ces territoires outre-mer. Nous souhaitons un moratoire en matière de paiement des charges sociales pour la reconstruction de l'île. Pouvez-vous nous donner les mesures fiscales et sociales de projet de loi de finances qui viendront rapidement en discussion devant notre Assemblée? Et c'est Édouard Philippe en personne qui va répondre à cette députée d'Outre-mer sur cette question-là. Qu'est-ce qui est prévu dans le projet de loi de finances pour aider les territoires d'Outre-mer durement frappés? Aujourd'hui, la reconquête de la vie normale est en cours. Près d'un mois après le cyclone, un certain nombre d'enfants, mais pas tous, c'est vrai, ont pu recommencer à être accueillis à l'école. Et oui, il y avait un enjeu particulier puisque l'ouragan a frappé ces îles au moment de la rentrée scolaire, donc elle a dû être décalée dans beaucoup d'écoles sur ces territoires-là, donc il y a une vraie mobilisation sur le terrain des personnels de l'éducation nationale et des personnels des collectivités locales pour permettre aux enfants de faire leur rentrée dans les meilleures conditions possibles. Un tiers des particuliers n'ont pas encore accès à l'eau courante. La reconstruction des réseaux, ou en tout cas la réparation, même provisoire des réseaux, a été plutôt plus rapide que ce que nous redoutions immédiatement après la catastrophe. Le Premier ministre qui fait un compte-rendu assez circonstancié de tout ce qui a été fait par les services de l'État pour rétablir la situation là-bas. Nous avons désigné, vous le savez, un délégué interministériel qui doit aider l'action de l'État et le travail avec la collectivité. Il s'agit du préfet Gustin. Il est sur place en ce moment.
et ils travaillent en étroite collaboration et je me rendrai pour la rentrée de la Toussaint sur place afin de voir dans quelles conditions la rentrée est organisée. Mais je sais là encore l'engagement des personnels de l'éducation nationale et de l'ensemble des familles. Même si rien n'est fini, les enfants puissent retourner à l'école dans de bonnes conditions le plus rapidement possible. Je vous remercie. Édouard Philippe donc qui conclut sa réponse à Claire Guillon-Firmin qui a l'air assez satisfaite si je puis dire de la réponse du gouvernement. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. À l'occasion du sommet franco-italien qui s'est tenu la semaine dernière à Lyon, le président de la République, M. Emmanuel Macron, a rappelé l'engagement de la France, de l'Italie, dans la réalisation de la ligne ferroviaire européenne à grande vitesse Lyon-Turin. Thomas Rudigos qui pose une question sur la ligne de TGV, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Évidemment, c'est un élu lyonnais. Ça ne vous étonnera pas. L'enjeu est certainement économique, mais tout autant écologique. À l'heure actuelle, ce ne sont pas moins 3 millions de poids lourds qui traversent chaque jour les Alpes. Dans certaines vallées alpes, à cause du trafic routier et autoroutier, la qualité de l'air est parfois aussi mauvaise, si ce n'est pire que dans les grandes métropoles. Donc, lors du sommet du 27 septembre franco-italien, le président de la République a effectivement confirmé le caractère stratégique de ce projet. Et oui, et ça n'allait pas de soi parce que je ne sais pas si vous avez noté, mais on a déjà eu des questions au gouvernement depuis le début de ce quinquennat sur un certain nombre de grands projets d'investissement, je pense notamment au canal Seine-Nord, sur lequel le gouvernement est en train de freiner, alors même qu'ils avaient été lancés, annoncés, etc. les années précédentes. Et donc le président de la République a réaffirmé le caractère stratégique de cette ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Donc a priori c'est sur des rails et c'est le cas de le dire. Doivent déboucher notamment sur une programmation pluriannuelle des infrastructures qui sera présentée au Parlement début 2018. Nous sommes aussi amenés à réfléchir à des montages innovants pour permettre le financement sur quelques décennies de ces projets majeurs. Donc là en gros ce qu'elle a expliqué dans un langage très diplomatique, le financement de cette ligne Lyon-Turin c'est apparemment de ce que je comprends un financement mixte entre la France, l'Italie, l'Union Européenne et peut-être de l'investissement privé. Premier ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la couverture numérique du territoire. Nous demandons l'égalité de nos concitoyens et de nos territoires vis-à-vis de la connexion Internet. Un collégien ou un lycéen habitant la campagne a les mêmes besoins d'accès à la formidable base de connaissances d'Internet qu'un collégien ou un lycéen des villes. Les PME installées dans le Perche ont aussi les mêmes besoins que celles installées en banlieue parisienne. C'est simplement la vie et l'avenir de nos territoires qui est en jeu. Ça a l'air de vous plaire cette question de Laure de la Raudière qui interroge le gouvernement sur le déploiement du très haut débit, notamment dans les zones rurales, les zones reculées. Ne pas le faire reviendra à créer après 2022 une nouvelle fracture numérique. Monsieur le Premier ministre, acceptez-vous de reprendre ces deux objectifs? Voilà les deux objectifs qu'elle suggère. Laure de la Raudière, la plus vieille geek de l'Assemblée nationale. Je pense que ça lui fera plaisir de savoir que c'est comme ça que vous l'appelez. J'irai même plus loin par rapport au constat que vous avez dressé, Madame la députée. Le numérique, aujourd'hui, est un droit essentiel pour tous les Français. Ça a l'air de plaire à la majorité En Marche. Territoire fibré pour tous les Français en 2025, bien évidemment, c'est un engagement que nous prenons. Dès 2022, nous avons un engagement d'apporter le très haut débit à tous les Français. Dès 2020, nous apporterons du bon débit à tous les Français. Ça veut dire effectivement d'avoir au moins 8 mégabits. Alors c'est que dalle 8 mégabits, moi je peux pas streamer à 8 mégabits. Tiens, si on fait un speed test rapide, là, combien on a? Ce sera l'un. Donc vous avez entendu l'engagement du gouvernement, dès 2020 on aura un minimum de 8 mégabits seconde partout en France et à horizon 2022 le très haut débit, donc normalement on devrait monter plus haut que ça, hein, alors que là moi je suis à 60 mégabits seconde. Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Depuis plusieurs années, les territoires ruraux sont les grands oubliés du développement économique. Pourtant, la ruralité représente 80% de la superficie de la France et 50% de la population y vit. C'est l'agriculture, mais aussi des PME, des artisans, des commerçants, des personnes âgées et des familles. C'est également un espace de détente et de liberté pour les urbains. C'est pourquoi nous pensons que c'est un territoire... La députée Perrine Goulet qui se fait couper par les députés de l'opposition alors qu'elle parle de la ruralité, ça a l'air de beaucoup soulever l'ironie. Quand vous parlez, on ne vous coupe pas la parole, un petit peu de... Allez, ça clash entre En Marche et l'opposition de droite, les Républicains qui apparemment voudraient garder l'OPA sur les territoires ruraux. Comme la désertification médicale, la fracture numérique, la revitalisation des centres-villes et bourgs, répondre à ces problématiques facilitera l'attractivité économique de nos territoires. Ma question est la suivante. Que compte faire le gouvernement pour répondre aux besoins des territoires ruraux et permettre à leurs habitants de se sentir des citoyens
français à part entière. Là, apparemment, la droite, ça lui fait pas plaisir. Dis donc, c'est animé aujourd'hui la séance. Hein. Vous avez dressé le bilan de la situation de nombre de nos territoires ruraux. Et le message qui a été délivré par le Premier ministre récemment sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse des dotations par rapport à ces territoires. Nous poursuivrons les contrats de ruralité. On vient de parler du numérique et c'est une question de fond à laquelle nous allons apporter de véritables réponses. Nous doublerons le nombre de maisons de santé. Nous doublerons le nombre de maisons de santé, mais putain, c'est ambitieux ça. D'arrêter aussi les fermetures d'écoles. Faut qu'il fasse gaffe, hein, quand il annonce la fin des fermetures d'écoles, ça va gueuler dans les académies quand ça va fermer. Hein. La droite, pourquoi est-ce que la droite gueule quand En Marche parle de ruralité? Parce que la droite reproche à En Marche de couper les budgets des collectivités en baissant les dotations aux collectivités et surtout, pas tant en baissant les dotations aux collectivités, pardon, plus surtout en supprimant la taxe d'habitation qui est une source non négligeable des collectivités locales. Vous le savez, la situation de l'université est préoccupante. Les syndicats étudiants sont mobilisés devant votre ministère pour protester contre le sort réservé aux sans-fac. Le 19 septembre dernier, ce sont plus de 6000 étudiants en sport qui ont manifesté partout en France. À Besançon, c'est près de 600 étudiants qui doivent se partager un amphithéâtre de 120 places. D'autres encore sont obligés de venir en cours le week-end alors qu'on leur demande simultanément de travailler pour financer leurs études. À Lille, les TD sont repoussés de plusieurs semaines à cause d'un manque d'enseignants-chercheurs. À tout cela, il faut encore ajouter les conséquences de la LRU. La LRU, c'est la loi sur l'autonomie des universités. Ça remonte à Valérie Pécresse, c'était au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bref, Sabine Rubin qui pose une question sur la question des moyens des universités. Sabine Rubin, c'est une députée France Insoumise. Ça ne peut continuer comme ça. Je sais qu'une réflexion sur le long terme est amorcée. Mais c'est dès à présent qu'il faut parer à l'urgence de la situation. Comment faire face à cette rentrée 2017 qui voit le nombre d'étudiants grimper en flèche? Vous avez raison de le signaler. Aujourd'hui et depuis le début de la semaine, nous terminons les derniers appariements entre les étudiants qui n'ont pas trouvé d'affectation et les places libres. Car oui, il reste aujourd'hui 117 000 places libres dans l'enseignement supérieur, dans les licences universitaires. Il est donc temps que nous nous emparions de la question de l'orientation correcte des étudiants. La ministre, excusez-moi, qui est en train d'argumenter en expliquant que la question n'est pas tant celle des moyens, du nombre de classes, du nombre de salles, etc., que de l'orientation des étudiants. Elle a commencé par répondre en disant qu'il y avait des places de libre dans beaucoup de filières. Cette année, le budget de l'enseignement supérieur sera augmenté dans la loi de finances plus de 700 millions d'euros, ce qui porte le budget de l'enseignement supérieur à 13,4 milliards d'euros. Une augmentation de budget pour le ministère de l'enseignement supérieur. Ce que nous devons donc faire aujourd'hui, c'est accompagner la réussite des étudiants et c'est à cela que sert la concertation qui a démarré en juillet. La politique de la ville fête cette semaine ses 40 ans. En 1977, cette politique a vu le jour avec les premières opérations Habitat et Vie sociale, initiées pour résorber les dysfonctionnements des grands ensembles d'immeubles construits massivement après-guerre. Prise aujourd'hui en modèle à l'étranger, cette politique a démontré son utilité à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans nos quartiers populaires. C'est Jacques Mézard à nouveau que vous voyez à l'image qui va répondre, puisque c'est une question qui est posée par Michael Nodal sur la politique de la ville. Certains de nos concitoyens ont parfois le sentiment de se sentir à l'écart. Cette politique de la ville est un enjeu primordial pour la cohésion de nos territoires. Alors la politique de la ville, je vous rappelle rapidement pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, la politique de la ville c'est sans doute le truc qui porte le moins bien son nom. La politique de la ville c'est ce qui désigne l'investissement prioritaire de l'État et des collectivités locales dans les quartiers difficiles. C'est ça, politique de la ville ça veut dire quartier difficile, ça veut dire renouvellement urbain, mais ça veut dire aussi coordination de tous les services, police, santé, justice, éducation, etc. Il y a deux axes très forts. Il y a la politique de la ville, qui est un axe essentiel, parce que je sais les difficultés à la fois des habitants et des élus locaux en charge de ces quartiers prioritaires et que l'État facilite leur action sur le terrain. Réponse financière, effectivement, sanctuarisation des crédits politiques de la ville. Alors sanctuarisation d'un budget, c'est un mot barbare qui veut dire on ne touche pas, il n'y a pas de baisse du budget. Et puis il y a la question de l'emploi qui est fondamentale puisque le taux de chômage dans ces quartiers est 2 fois supérieur au reste de la moyenne nationale. Nous avons donc un écart à creuser. J'ai réuni lundi tous les préfets et sous-préfets en charge de ces dossiers-là en leur demandant de mobiliser toute l'action de l'État pour atteindre cet objectif qui est un objectif prioritaire du gouvernement. Avec votre budget, vous vous apprêtez à créer un méga bouclier fiscal. Grâce à votre proposition, les 7000 Français qui ont plus de 10 millions d'euros de patrimoine vont recevoir un chèque de votre part qui dépassera les 150 000 euros chacun. Ceux qui ont entre 5 et 10 millions d'euros de patrimoine vont recevoir un chèque de plus de 20 000 euros.
Monsieur le Premier ministre, Valérie Rabault, elle a présenté un contre-budget aujourd'hui. Vous savez, les députés de l'opposition s'opposent à la feuille de route du gouvernement en proposant des amendements, etc. Mais il y a aussi des députés qui font des contre-propositions. Et bien Valérie Rabault, elle a carrément proposé un contre-budget en proposant de ne pas réformer l'ISF, par exemple, de ne pas supprimer des APL, etc. alors Monsieur le Premier ministre, il y a un homme politique qui a écrit ceci. La vie politique est ainsi faite qu'elle oblige à choisir entre des éléments qui n'ont de sens que parce qu'ils se complètent. Cet homme politique, Monsieur le Premier ministre... Tu peux bouger ta souris Valérie Rabault qui donc descend de sa tribune, de la tribune des bancs de l'Assemblée pour descendre en direction du gouvernement et remettre son contre-budget au Premier ministre, alors que c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, qui va lui répondre et qui va défendre son budget 2018. Mais tout vient à point à qui sait attendre, vous aviez 5 ans pour faire un vrai budget. Le tacle de Gérald Darmanin contre Valérie Rabault, évidemment. Valérie Rabault, elle était avec les socialistes, donc elle a dit c'est bien gentil votre contre-proposition, mais fallait le faire quand vous étiez au pouvoir. La critique est facile, mais l'art est difficile. Permettez-moi de citer les bons auteurs après avoir cité le Premier ministre. Vous disiez, Madame Rabault, la sincérité budgétaire est une notion juridique précise, sérieuse, qu'il faut respecter. C'est ce que nous faisons. Vous nous avez dit, le 16 octobre 2012, qui peut croire qu'avec autant de charges de la dette et autant de dettes, on peut durablement gouverner le pays? C'est ce que nous faisons. Gérald Darmanin qui est assez fin dans sa réponse, puisqu'il savait que Valérie Rabault allait poser une question. Il se doutait évidemment que ce serait une question pour lui sur le budget. Donc il est allé chercher des citations de Valérie Rabault de 2012 et de 2017. C'est assez bien joué de sa part. Vous avez baissé les dotations. Et avec Gérard Collomb et Jacques Mézard, nous sommes le premier gouvernement depuis 11 ans à ne pas baisser les dotations aux collectivités locales. Vous nous avez dit qu'il est crucial pour les années qui viennent, qui suivent, de soutenir le pouvoir d'achat des Français. C'est un renoncement aux économies pour renoncer au pouvoir d'achat. C'est bien toute la différence. Vous renoncez et nous agissons. Voilà, c'était l'échange d'amabilité entre l'ancienne majorité PS et l'actuelle majorité En Marche, dont le ministre des Comptes Publics est un ancien républicain, comme quoi. Pendant plus de 50 ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l'universalité. Cela signifie que cette politique s'adressait à toutes les familles, sans condition d'origine ni sociale. Ce consensus a été mis à mal sous le précédent quinquennat à travers la modulation des allocations familiales en fonction des ressources, mais également des deux baisses du quotient familial. Les députés du groupe MoDem sont profondément attachés à la famille et à la politique familiale, et en particulier à son caractère universel. Ok, mais alors est-ce que ça veut dire que le gouvernement En Marche va revenir sur la modulation des allocations familiales? Il est à nos yeux essentiel de réparer l'erreur qu'a commise François Hollande en confondant politique sociale et politique familiale. En gros, ce qu'elle explique, cette députée Nathalie Lima, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, les allocations familiales sont les mêmes pour toutes les familles, quel que soit leur niveau de richesse, en fonction du nombre d'enfants qui était simplement calculé les allocations familiales. Mais sous le quinquennat précédent, il y a eu une modulation des allocations familiales. En gros, les familles les plus pauvres touchaient plus d'allocations familiales que les familles les plus riches qui en touchaient un peu moins. Et ça a beaucoup énervé une grande partie de la droite à l'époque, et donc probablement de cette députée Nathalie Elimas, proche de François Fillon. Nous avons en France la chance d'avoir... Et donc c'est Agnès Buzyn qui va répondre. Et donc est-ce qu'elle souhaite revenir sur la modulation des allocations familiales? Vous avez raison, Madame la députée, chaque enfant est une chance, chaque enfant est une richesse pour la France. Vous dites que la politique familiale a évolué ces dernières années. C'est vrai, mais c'est parce que la famille a évolué. La garde des enfants est la première préoccupation des familles aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai décidé d'orienter ma politique familiale autour de deux grands axes. Un soutien renforcé aux familles qui en ont le plus besoin et un véritable investissement dans la garde des enfants. Qu'en est-il des allocations familiales? Alors, merci Madame la Ministre. Il n'y a pas de réponse claire d'Agnès Buzyn à ce stade-là sur la modulation des allocations familiales. En tout cas, vous l'avez entendu, elle veut tenir compte de l'évolution des familles dans sa politique familiale et donc notamment orienter beaucoup les aides sur la garde d'enfants. Le mardi 26 septembre dernier, les groupes Alstom et Siemens présentaient leur projet de groupement d'activités ferroviaires franco-allemand dans le but de concurrencer le leader mondial chinois CCRC. Or, ce groupe ne sera pas un groupe franco-allemand puisque c'est bien le rachat d'Alstom par Siemens qui détiendra 50% des parts du nouveau groupe auquel nous assistons. C'est ainsi un secteur stratégique pour notre industrie, le transport ferroviaire, sur lequel l'État n'aura plus totalement la main. Car celui qui décide est celui qui détient le capital, et dans le cas présent, ce sera Siemens. S'agissant plus spécifiquement du site Alstom de Belfort, vous m'avez en revanche rassuré, et je tenais à vous en remercier, Monsieur le Ministre.
ministre. Ah, ça c'est intéressant. Yann Boucard qui vient de Belfort, vous l'aurez compris, qui s'intéresse donc particulièrement à la question des emplois d'Alstom à Belfort, qui pose une question au gouvernement en étant critique vis-à-vis du gouvernement sur la fusion Alstom-Siemens. Vous l'avez entendu dans sa question, il a été clair en disant que c'est une entreprise française qui passe sous pavillon allemand et ça c'est pas cool. Ceci étant, il donne un satisfecit au gouvernement sur la situation particulière de l'usine Alstom de Belfort. Il tient à remercier le gouvernement sur le fait qu'il a obtenu des garanties sur le maintien des emplois. Pouvez-vous m'indiquer quelle garantie avez-vous que les emplois français soient pérennisés au-delà du délai de 4 ans prévu par l'accord et que le site historique et hautement symbolique d'Alstom à Belfort, berceau notamment du train à grande vitesse, soit sauvé définitivement? Nous avons un géant industriel ferroviaire chinois qui n'existait pas il y a quelques années et qui est devenu, en 17 ans, le premier constructeur ferroviaire mondial avec 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 fois le chiffre d'affaires d'Alstom. Face à cette réalité, il y a 2 possibilités. On peut rester seul et disparaître, ou nous pouvons faire le choix qui était celui du président de la République et du Premier ministre de s'unir avec Siemens, avec un autre champion industriel allemand pour être plus fort ensemble. Il y a des garanties qui ont été prises, des engagements sur l'emploi, des engagements sur les sites. Tous les emplois seront maintenus en France, tous les sites seront maintenus en France. Pendant 4 ans. Attention, pendant 4 ans. Et c'est ça la question qu'a posée le député. C'est et après. Qui a salué cette fusion entre Siemens et Alstom parce que lui-même, maire de Belfort... Pas tout à fait d'accord avec Bruno Le Maire quand il dit que le maire de Belfort, Damien Meslot, a salué l'accord. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. En se rendant hier sur le site de Whirlpool à Amiens, le président Emmanuel Macron a honoré l'engagement qu'il avait pris auprès des salariés de l'entreprise de revenir sur place s'il était élu. Vous vous souvenez de l'usine Whirlpool d'Amiens pendant entre les 2 tours de la présidentielle avec Macron et Le Pen? Macron avait pris l'engagement qu'il retournerait à Whirlpool et il y est retourné, c'était hier. Lorsqu'il s'est rendu à la rencontre des salariés de Whirlpool, Emmanuel Macron avait soutenu avec force que la réponse aux difficultés industrielles et au chômage, c'est de réformer notre marché du travail et le financement de notre économie. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser la méthode et les réformes à venir qui s'inspirent de cette stratégie du dialogue social dans le prolongement de la démarche du président de la République à Amiens? L'industrie a un avenir en France. Mais elle a un avenir à condition que nous ayons une stratégie claire et sans... Bruno Le Maire qui profite de la question de Daniel Labaronne pour en remettre une couche sur le choix budgétaire qui a été celui du gouvernement pour le budget 2018, à savoir encourager le capital, encourager les grandes fortunes à investir dans l'économie en achetant des actions, des obligations, en prenant des risques d'investissement contre les revenus de la rente immobilière par exemple. La nomination d'un commissaire interministériel à la réindustrialisation du pays pour prévenir les risques de fermeture du site, accompagner les industries et préparer l'avenir industriel de la France. Voilà la conclusion de la réponse de Bruno Le Maire qui annonce la nomination d'un haut commissaire interministériel, c'est ça, à la réindustrialisation du pays. La Nouvelle-Calédonie, comme chacun le sait, doit faire face à des enjeux politiques et institutionnels majeurs avec l'organisation dans 1 an environ d'un référendum d'autodétermination. Nous devrions plutôt orienter nos réflexions sur le secteur de la jeunesse. Lors de votre récent déplacement en Calédonie, vous avez pu mesurer les spécificités de notre territoire en la matière et si, heureusement, une grande partie de la jeunesse réussit à s'insérer, toute ethnie confondue, en dépit d'un contexte économique difficile, 600 jeunes quittent encore chaque année le système scolaire sans qualification, sans diplôme, sans emploi et une grande partie d'entre eux reste encore sur le bord du chemin, un chemin qui mène encore trop souvent à la délinquance. La palette des dispositifs d'accompagnement et d'encadrement reste encore insuffisante. Oui, la préoccupation de la question de la jeunesse sera au centre des assises. Ces enfants des accords de Matignon et de Nouméa méritent toute notre attention et méritent aussi que nous puissions leur apporter une réponse co-construite entre l'État et le gouvernement de Calédonie. Tout ça ne suffit pas à répondre aujourd'hui aux besoins de la Calédonie. Donc moi, je vous propose effectivement que le rapporteur général et son équipe soient à votre disposition dans le cadre de ces assises pour mener... Il y a tous les députés qui posent des questions au gouvernement qui suivent Acropolis immédiatement après avoir posé leurs questions. Je trouve ça très drôle. Donc un gros bisou à vous les députés qui regardent Acropolis dans l'hémicycle et surtout un gros bisou à vos assistants et assistantes parlementaires qui tiennent votre compte Twitter. Pardon, c'était la fin de la réponse de la ministre sur la question de la Calédonie et elle a rappelé qu'il y a des assises des Outre-mer qui sont lancées. Le président de la République s'est engagé à la fin de son mandat, l'aide publique au développement française atteigne 0,55% du revenu national brut. Et cela représente tout de même 6 milliards d'euros supplémentaires sur un budget qui est aujourd'hui de 9 milliards et qui donc passera
à 15 milliards en 2022. Il a rappelé en début de sa question que le président de la République Emmanuel Macron s'était engagé à ce que la France augmente son aide au développement pour les pays en voie de développement. Évidemment, ça fait un lien direct avec l'Assemblée Générale des Nations Unies que vous avez vu en direct sur Acropolis, où on a entendu tous ensemble Emmanuel Macron rappeler cet engagement de passer à 0,5% du produit national brut, du PNB ou du PIB d'ailleurs, j'ai un doute, sur l'aide au développement, et c'est en deçà des 0,7% auquel d'ailleurs il s'était engagé pendant la campagne Emmanuel Macron, si je ne dis pas de conneries, et auquel la communauté internationale s'est engagée. À quel rythme chaque année va se faire cette trajectoire budgétaire? Des augmentations significatives qui vont commencer dès le budget 2018, puisqu'il y aura une augmentation de 4% du budget en 2018. Mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de dons et moins de prêts, davantage de bilatéral et moins de multilatéral. Hein? Attends, il s'est trompé là en disant qu'il voulait plus de bilatéral et moins de multilatéral, il n'a pas inversé un peu les deux mots? Voilà, c'est la fin de la réponse de Jean-Yves Le Drian qui a rappelé l'engagement de la France d'augmenter l'aide au développement. Monsieur le ministre d'État, quelle collectivité de l'Hexagone aurait-elle supporté qu'on lui interdise d'exercer l'une de ses compétences, privant par là même son territoire d'un potentiel moteur de développement économique sans même lui demander son avis? En mars dernier, les Guyanais sont massivement descendus dans les rues pour hurler leur ras-le-bol général face à un pouvoir central qui refuse d'écouter et d'entendre le désespoir de ses citoyens d'Amazonie. Il est député guyanais et il défend la place de la Guyane dans les discussions en cours sur la question de la transition écologique. Je ne pense pas vous convaincre dans le peu de temps qui m'est accordé de l'attention toute particulière que je voudrais porter à la Guyane, mais je pense le faire, je l'espère, dans un dialogue prolongé et dans des séances de travail. Il y a quelques jours, j'ai accordé un droit de suite à la prolongation du permis d'exploration dit de Guyane maritime dans les prochaines semaines. Nous allons également transférer à la collectivité territoriale de Guyane la compétence relative au titre minier en mer, conformément, comme vous l'avez dit, à des engagements qui ont été pris de longue date. Ah bah c'est bon alors. Qui n'a jusqu'à présent pas été mis en œuvre. Attends, si je dis pas de conneries, il n'y a pas d'embrouille, c'est-à-dire que Nicolas Hulot vient d'annoncer aux députés guyanais que c'est bien la Guyane qui va se voir transférer la compétence de délivrement des permis d'exploration d'hydrocarbures en mer. Je m'engage à mobiliser l'ensemble de mes services pour apporter des réponses concrètes à vos préoccupations qui sont celles des Guyanais. 85% d'énergie renouvelable en 2023 dans votre territoire, avec des retours économiques en termes d'emploi et en termes de sécurité d'approvisionnement énergétique. Et on va très rapidement lancer un point d'étape pour savoir où nous en sommes des engagements qui ont été pris. Voilà, c'était Nicolas Hulot. C'est rare qu'on entende Nicolas Hulot aux séances de questions d'actualité au gouvernement. Vous étiez présent lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'ouverture des rencontres Africa 2017 visant à réunir entreprises françaises et africaines. Les thématiques de l'événement témoignent des défis et des opportunités immenses qui s'offrent à nos entreprises sur le continent. Pourtant, nous connaissons tous les chiffres négatifs de notre balance commerciale. 125 000 entreprises françaises seulement sont comptabilisées chaque année comme exportatrices, quand elles sont 212 000 en Italie. Et la balance commerciale en France, elle n'est pas top. L'économie française importe plus qu'elle n'exporte. Plusieurs ministres se rendront demain à Tunis puis à Nairobi pour accompagner nos entreprises et incarner notre équipe de France économique sur le marché africain. Vous avez raison de souligner le succès. Or, vous savez que l'Afrique est à la fois un territoire en pleine croissance, mais un territoire où la compétition entre d'autres acteurs que les acteurs français ou européens se déploie, en particulier avec les Chinois, les Indiens, les Turcs. Il faut être au rendez-vous et on peut être au rendez-vous avec un bon partenariat entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. C'était le but de cette rencontre. Vous me posez une deuxième question qui est liée, c'est le commerce extérieur de la France qui ne va pas bien. 48 milliards l'année dernière. Il faut donc changer les... Oui, mais ça remonte à 2000, hein. Donc on peut passer en arrière, si vous voulez. Jean-Yves Le Drian qui s'est pris une réflexion d'un député de droite qui lui a dit ouais, la balance commerciale elle est mauvaise, c'est à cause d'En Marche en gros. Et Le Drian qui répond du tac au tac, oui, enfin quand vous étiez au pouvoir c'était pas bien mieux. Hein. Pour que les entreprises exportent et qu'il y ait vraiment dans ce pays une culture de l'exportation qui se mette en œuvre. La séance des questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, gros bisous, bonne fin d'après-midi, ciao bye.